Qui pour sauver l'ONU après 9 ans de mandat? Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'apprête à passer la main alors que l'organisation est très fragilisée. Elle traverse même la pire crise de son histoire. Les 193 États membres et des représentants de la société civile reçoivent les 4 candidats au poste pour un grand oral de 3 heures chacun, aujourd'hui et demain, mercredi. Avec nous autour de la table, Bertrand Batty, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes politologue spécialiste des relations internationales. Votre dernier livre a pour titre « Par-delà la puissance et la guerre, éloge de la mystérieuse puissance sociale ». C'est aux éditions Odile Jacob. À vos côtés, Joséphine Staron, bonsoir. Soyez la bienvenue également. Vous êtes la directrice des études et des relations internationales du laboratoire d'idées ou du cercle de réflexion Sinopia. Bertrand Batty, le pays qui a tenu à ce que le siège de l'ONU soit chez lui, celui qui était le premier contributeur à retirer ses financements, il enterre même l'esprit de la vocation des Nations Unies, il s'agit des États-Unis. Est-ce que l'ONU peut survivre franchement à tout cela ? L'ONU a pris un très rude coup parce que les financements que représentait la contribution états-unienne étaient importants, décisifs. Il ne faut pas oublier que les financements se font au prorata des moyens, des capacités économiques de chaque État membre. Et effectivement, les États-Unis prenaient une part importante. La réduction, voire la suppression dans certains cas, de la contribution états-unienne qui a provoqué en chaîne d'autres réactions qui allaient dans le même sens. Mais sur l'idée même. Pardon ? Sur l'idée même, le fait que le pays hôte presque, dont le siège est à New York, n'en veulent plus. C'est fini ? Le pays hôte, le pays inspirateur. Il ne faut quand même pas oublier que Franklin Roosevelt a été à l'origine de la Charte des Nations Unies, même s'il n'était pas le seul auteur. Effectivement, il y a là une rupture. Alors pour un homme qui est candidat au prix Nobel de la paix, c'est intéressant de voir que ce geste, d'après la revue Le Lancet, condamne à mort 14 millions de personnes d'ici 2030 qui ne bénéficieront ni de l'aide en matière alimentaire, ni de l'aide en matière sanitaire, ni du timide soutien aux politiques de lutte contre le réchauffement climatique, ni le soutien aux réfugiés. Le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est une institution formidable, qui joue un rôle important dans ce monde où les réfugiés ont une telle place, hélas, a dû licencier 6 000 de ses membres. C'est dire à quel point le système onusien est touché, mais c'est dire aussi à quel point l'ONU est une grande institution. C'est vrai que là, vous nous avez effectivement brossé les prérogatives et on voit qu'elles sont concrètes. Ce ne sont pas juste, même si les négociations sont importantes, ce ne sont pas juste des personnalités qui se serrent la main autour d'une table. Et à New York, d'ailleurs, New York, est-ce qu'il y a encore une raison de maintenir ce siège là-bas ? Ça, c'est une grande question. Il faudrait avoir les moyens de le déménager aussi, parce qu'on parlait de financement. Depuis le début, l'ONU s'organise autour de New York. Alors, elle pourrait migrer à Genève, où elle a aussi un certain nombre déjà d'actifs de bâtiments. Mais on parle quand même de milliers et milliers d'employés. C'est un complexe gigantesque qu'il faudrait déménager. Moi, je ne parle pas juste de déménagement, mais quand on voit que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, que d'autres diplomates n'arrivent pas à avoir de visa des États-Unis pour aller dans cette enceinte, ça pose question. Il y a un vrai enjeu. Aujourd'hui, la question, ce n'est pas uniquement le siège des Nations Unies, c'est sa mission. C'est sa mission et sa crédibilité. Les États-Unis ont façonné les Nations Unies depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 2001, on va dire, et puis ensuite l'invasion en Irak qui a été faite sans mandat onusien par les États-Unis et qui a été, je dirais, le premier coup fatal, d'une certaine manière, porté à l'Organisation des Nations Unies par les États-Unis. Depuis, c'est une lente dégringolade pour ce système international qui est battu en brèche dès qu'ils le peuvent par les dirigeants du monde entier si ce système ne sert pas directement leurs intérêts. Et l'ONU a toujours eu du mal à trouver sa juste place au sein du concert des nations. Ouais, ça, c'est la mission, comme vous dites. Alors, Antonio Guterres, je vais vous poser une question sur son bilan. Il a dû affronter des grandes crises, la pandémie de Covid-19, l'invasion russe de l'Ukraine, la guerre en Iran, Gaza aussi. Alors, que reste-t-il du droit international ? C'est simple, écoutez.
Les règles du droit international qui protègent l'Organisation des Nations Unies elle-même sont bafouées. Les institutions créées pour rendre justice, celles-ci comme d'autres, sont de plus en plus remises en question et contestées. Et cette érosion ne se produit pas en marge du système international. Elle se produit en son cœur même, notamment de la part d'États auxquels incombent des responsabilités uniques en matière de maintien de la paix et de sécurité internationale. Voilà, Joséphine Staron, je parlais de bilan. Il a pourtant eu, cet homme, des mots très forts, des paroles courageuses sur tous les conflits qui agitent le monde. Oui, Antonio Guterres, il est reconnu pour avoir été très ferme dans ses propos et ses déclarations à chaque crise qu'on a subie ces dernières années. En revanche, dans les actions, eh bien, il n'a pas été beaucoup suivi et il n'a pas pu mettre en œuvre un certain nombre de résolutions de crise. Le Soudan aussi, hein, effectivement, notamment. Disons que sous sa mandature, c'est pas de son fait, mais il y a quand même eu un nombre de guerres qui ont redémarré ou qui ont tout simplement éclos, qui font que ça ternit finalement son mandat. Un mandat dont la déclaration était plutôt saluée, mais où les actes n'ont absolument pas suivi. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il est jugé pour ne pas avoir été un secrétaire général. Alors à la hauteur qu'il aurait été, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, Guterres n'aura pas marqué l'histoire des Nations Unies dans un contexte extrêmement conflictuel pour lequel finalement l'institution n'est peut-être plus faite aujourd'hui. Et alors que des hommes depuis la création des Nations Unies, après la Société des Nations, Bertrand Badi, la Chilienne Michelle Bachelet, l'Argentin Rafael Grossi, la Costaricaine Rebecca Griezmann ou encore Greenspan, ou le Sénégalais Macky Sall. Qui est votre favori pour relancer cette organisation des Nations Unies? Alors d'abord, la liste n'est pas complète. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres candidats qui se présentent. Ça fait déjà du beau monde. Alors, vous savez que de toutes les régions du monde, l'Amérique latine a été le moins bien servie puisque c'est la seule région qui a eu un seul secrétaire général, Javier Pérez de Cuellar. Donc effectivement, ça explique pourquoi il y a 3 candidats latino-américains. Ouais. Il y a parmi ces 3 candidats des personnalités tout à fait exceptionnelles. Michelle Bachelet, qui a été présidente du Chili dans la période de sortie et de post-sortie, je dirais, de la dictature de Pinochet, a été une excellente haute commissaire aux droits de l'homme, où elle a joué un rôle très important de témoignage. Il ne faut jamais oublier qu'il y a 2 ONU. Il y a l'ONU politique du Conseil de sécurité qui est complètement bloquée, et il y a l'ONU sociale, ce que Kofi Annan appelait le multilatéralisme social, qui fait un travail absolument formidable. Michelle Bachelet a fait ce travail, et il faut aussi rendre hommage à Madame Greenspan, qui, en tant que responsable de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, a accompli un rôle tout à fait remarquable. Que ce soit enfin une femme qui vienne diriger les Nations Unies me paraît être une excellente chose. Donc, vous voyez, j'ai 2 finalistes, disons, Macky Sall. D'abord, il y a eu 2 Africains parmi les secrétaires généraux, Kofi Annan et Boutros Boutros-Ghali. Rafael Grossi, sud-américain, à la tête de l'Agence internationale à l'énergie atomique, qui est sur le devant de la scène avec ce qui se passe en Iran et en Ukraine, d'ailleurs, à Zaporijjia. Votre favori, qui peut sauver l'ONU? C'est le thème de ce débat. Honnêtement, aucun des 4 ne pourrait sauver l'ONU aujourd'hui. Pour sauver l'ONU, il faudrait que les 5 puissants déjà du Conseil de sécurité adoptent une vision commune de ce que doit être l'ONU. En revanche, sur les 4, moi, il me semble intéressant quand même de noter que le choix ne sera pas tant sur la personnalité que sur ce qu'elle représente. Est-ce que les 5 dirigeants du Conseil de sécurité, qui sont les seuls vrais décisionnaires sur ce choix, privilégieront une réforme de l'ONU, donc un réformateur, privilégieront quelqu'un de plus consensuel, donc de neutre, voire de très lisse? C'est ça la vraie question. Voilà donc pour ces 4 prétendants. On avance dans ce débat. Nicolas Georges nous a rejoint. On va parler d'argent et des finances. On l'a déjà esquissé. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ça fait plusieurs mois qu'Antonio Guterres tire le signal d'alarme. L'ONU joue quasiment sa survie. Antonio Guterres qui a même parlé des risques de faillite de l'organisation. Il a même alerté les États membres d'un possible effondrement financier imminent de l'ONU. Situation critique donc, mais comment en est-on arrivé là? Eh bien, cela est dû à la réduction des financements de certains États membres, mais surtout aux impayés de plusieurs pays. Un chiffre, regardez,
1,6 milliard de dollars de cotisations impayées pour 2025, plus du double de 2024. 42 pays auraient refusé d'honorer leurs paiements obligatoires, dont les États-Unis. Bertrand Badi en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Et ça, eh bien, ça fait un énorme trou dans la raquette puisque les contributions obligatoires américaines représentent environ 95% du déficit actuel. Un mot d'ordre désormais, économie à tout, mais vraiment tous les étages. À tous les étages, Mohamed, avec une conséquence directe sur le budget 2026. Il s'élève à 3,4 milliards de dollars, soit une baisse de 7%, vous le voyez, par rapport à 2025. Il a fallu couper dans les dépenses et faire des choix, réduire la masse salariale et le nombre d'employés, geler les embauches, retarder les paiements et même couper dans certaines missions. Exemple, le nombre de casques bleus dans le monde a été réduit d'un quart. Certaines enquêtes ont dû même être arrêtées car elles coûtaient trop cher. Dans un tel contexte de rigueur financière, pas facile donc pour l'organisation de remplir correctement ses missions. Je vous les rappelle, promouvoir et protéger les droits humains dans le monde. Et ça risque de ne pas s'arranger, Nicolas, avec l'idée, le projet d'un certain Donald Trump. Et oui, souvenez-vous, en janvier dernier, le président américain lançait son Conseil de la paix, organisme créé à l'origine pour résoudre le conflit à Gaza, mais destiné, selon certains observateurs, à concurrencer directement l'ONU. Ticket d'entrée, 1 milliard de dollars pour un siège permanent. À ce jour, l'organisation compterait une trentaine d'États membres. Réponse dans quelques mois, voire dans quelques années, pour savoir si oui ou non ce Conseil de la paix version Trump a fait de l'ombre à l'organisation onusienne. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce point complet qui nous permet d'avancer. Alors, ce Conseil de la paix, Bertrand Badi, ONU-BIS ou pas ? Pardon ? ONU-BIS, c'est ça. Ah, ONU-BIS, oui. C'était pas du latin. Hein. Oui. Évidemment, ça ne tient pas à la route. Vous savez, le fond du problème avec le multilatéralisme, c'est que dans sa version politique, ça n'a jamais été du vrai multilatéralisme. Ça a toujours été ce qu'au XIXe siècle on appelait le concert de puissance et qu'aujourd'hui on appelle le minilatéralisme. C'est-à-dire effectivement le pouvoir donné aux 5 plus puissants, ou présumés-tels, de pouvoir co-gérer et co-gouverner le monde. Bon. Le bilan est catastrophique, c'est-à-dire le Conseil de sécurité a pu résoudre un certain nombre de conflits, je pense au Mozambique, je pense à la Namibie par exemple, mais majoritairement, et quand il s'agit des grands conflits, le blocage par le jeu de puissance, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, a été total et absolu. On fait ce reproche à Donald Trump, mais il y a les BRICS aussi, il y a effectivement l'organisation de Champagne, l'organisation de la coopération. Non mais ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir ? Non, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, peu sont ceux qui jouent véritablement le jeu des Nations Unies. Ouais. Quel est ce jeu ? Le règlement de conflits, la sécurisation du monde, amener la paix dans le monde, ça c'est la première mission. D'autres lui ont été adjointes depuis, et des missions tout aussi essentielles, mais celle-là c'était le cœur d'origine. Or, lorsque vous avez les 5 plus puissants qui sont eux-mêmes belligérants, eh bien, la mission même de l'ONU et de ce Conseil de sécurité est abolie, puisque vous ne pouvez pas être faiseur de paix si vous êtes vous-même en état de belligérance. Donc c'est là où on a un vrai hiatus aujourd'hui dans le... Mais est-ce que ça peut vraiment être réformé ? La France propose d'intégrer de nouveaux membres permanents comme l'Allemagne, l'Inde, le Brésil, limiter le droit de veto. Mais la Chine, la Russie, les États-Unis mettent quoi ? Leur veto. Tant qu'on restera dans ce système de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, vous ne pourrez pas changer grand-chose. Finalement, c'est un peu comme l'Union européenne. Ouais. Si pour changer le traité, il faut l'unanimité, pour changer l'unanimité, il faut l'unanimité, d'une certaine manière, vous ne l'aurez jamais. Ouais. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est quand même réfléchir ensemble, et quand je dis ensemble, c'est tous ceux qui ont envie de conserver un système multilatéral type onusien et non pas rentrer dans un show comme le Conseil de la paix, le Board of Peace de Donald Trump et cette loi du plus fort. Et donc tout ça, finalement, c'est qui ? Ce sont ces puissances intermédiaires, ces puissances moyennes que le Premier ministre canadien appelait de ses voeux à Davos, Mark Carney, lorsqu'il disait finalement « Réveillons-nous, puissance intermédiaire, parce que nous avons une place à prendre aujourd'hui dans ce monde des puissants. » Mark Carney. Oui, vous savez, ce n'est pas une affaire nouvelle.
il y a fort longtemps, plusieurs décennies, on considère que le Conseil de sécurité est irréformable parce que si on supprime le droit de veto, il y aura toujours quelqu'un qui va mettre un veto sur la suppression du droit de veto ou sur l'élargissement du Conseil de sécurité. Oui. Donc, Kofi Annan, qui a été, je crois, le plus grand des secrétaires généraux des Nations Unies, avait une idée. Moi, je l'ai entendu le dire directement à mes propres étudiants quand on allait aux Nations Unies, à savoir... On ne peut rien faire du Conseil de sécurité, donc je vais le contourner. Comment vais-je le contourner? En m'attaquant aux racines de la guerre, et non plus à la guerre en tant que telle, c'est-à-dire en promouvant ce multilatéralisme social qui, en augmentant la sécurité humaine, évite les conflits. Ouais. Voilà, permet de réduire les risques de conflit. Boutros-Ghali avait été saqué par Madeleine Albright et n'avait pas pu obtenir un second mandat parce qu'il disait que la cause première des guerres, c'était l'injustice sociale dans le monde. Et tout un projet, tout un programme en a dérivé. Ça a donné les objectifs millénaires pour le développement, puis les objectifs du développement durable, qui essayent de s'attaquer à la paix en contournant le jeu de puissance à travers un travail sur la société mondiale, promouvoir ce que le PNUD, très belle association, Programme des Nations Unies pour le développement, appelle la sécurité humaine, libérer les hommes de la paix, free from fear. Eh bien, c'est peut-être... Non, c'est pas peut-être comme ça que l'ONU s'en sortira. C'est comme ça que l'ONU s'en sort aujourd'hui. Ouais. C'est comme ça, effectivement, que le... C'est intéressant parce que ça nous sort de l'imbroglio du Conseil de sécurité. Mais oui. Il faut en sortir. Il faut en sortir parce que, de toute façon, encore une fois, les trois des membres les plus importants de ce Conseil de sécurité sont engagés, soit dans des guerres directement, soit ont des intérêts extrêmement... Ils ont l'arme nucléaire. Donc, il faut en sortir. On a beaucoup misé sur l'Assemblée générale ces derniers temps. Et d'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, on parle d'un Sud global, ou en tout cas de puissances non alignées, qui ont une voix qui pèse de plus en plus. Et que d'ailleurs, les organisations régionales cherchent à amener vers elles. Ouais. Vous parliez des BRICS. Eh bien, les BRICS essayent d'attirer ces fameux non alignés le plus possible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que... ces non-alignés ou ce Sud global, eh bien, ils vont aller là où leurs intérêts les portent en fonction de la nature de ces intérêts. Et donc, un multilatéralisme, un vrai, c'est finalement une succession de différentes coalitions d'États, les fameux États volontaires, sur des sujets, sur des thématiques, sur les enjeux économiques, sociaux, sociétaux, sur des règlements de conflits aussi. Mais finalement, c'est plein de multilatéralisme et peut-être plus une instance unique et centrale qui est sclérosée par le Conseil de sécurité. Merci beaucoup Joséphine Staron et Bertrand Badi pour cet éclairage. En tout cas, vous nous avez donné beaucoup de clés de réflexion sur un sujet qui n'est pas facile et je trouve qu'on a permis d'avancer ce soir grâce à vous. Merci à vous.